Bonjour encore une fois. Dans la dernière vidéo, dans le cadre de l'enseignement à distance. Et ça va concerner une récapitulation concernant la huitième séquence, l'être authentique et l'être fictive. Rappelez-vous, je vous ai fait chercher la dernière fois le sens de ces deux mots-là, l'être authentique et l'être fictive. Ça veut dire il y a des lettres authentiques qui sont originales, qui sont réelles, qui sont véritables, authentiques, qui ont été écrites par une personne réelle et la lettre a été envoyée à une autre personne ou à un destinataire réel. Par contre, on peut trouver dans les romans, c'est ce qu'on va voir, des lettres fictives. Fictives, ça veut dire tout simplement imaginaire. L'émetteur, ça veut dire celui qui a écrit et qui a envoyé la lettre, est imaginaire. Et aussi le destinataire, celui qui reçoit la lettre, est imaginaire. Donc dans les lettres authentiques, l'émetteur et le destinataire sont réels. Dans les lettres fictives, l'émetteur et le destinataire sont imaginaires. Donc, si on regarde bien cette double page d'ouverture, toutes les images évoquent la lettre. On voit ici par exemple une enveloppe, une lettre personnalisée, manuscrite bien sûr, écrite à la main, et on voit qu'il est personnalisé par des roses, en rose et jaune. On voit ici bien sûr une main et une plume, symbole d'écrire, et on voit ici un tableau qui représente une nature morte. C'est une question que je vous ai posée la dernière fois. Qu'est-ce qu'une nature morte? Et donc une nature morte, c'est un tableau, c'est une peinture qui représente des objets et des choses inanimées. Et même sur ce tableau qui est une nature morte, on voit des plumes, un encrier, on voit du papier, on voit un bâton de cire. Regardez, la cire, c'est une substance qu'on utilise, cette matière qu'on utilise pour fabriquer des bougies, par exemple. Bien sûr, il y a plusieurs types de cire. Ça, c'est un cire qu'on fait fondre et ça sert à cacheter, à fermer l'enveloppe ou la lettre et à la cacheter comme un cachet. D'accord, tous ces éléments-là évoquent la lettre. Dans cette rubrique repères littéraires et culturels, on a découvert un aperçu historique, un aperçu sur l'histoire de la lettre et du courrier. Depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Depuis la préhistoire jusqu'au XIXe siècle. Et dans la deuxième partie, on a découvert le rapport entre les écrivains et la correspondance. Qu'est-ce que la correspondance? La correspondance, c'est le fait de communiquer à travers la lettre et à travers des lettres. Et bien sûr, c'est une relation réciproque. L'émetteur écrit et envoie une lettre. Le destinataire va recevoir cette lettre et il va à son tour devenir un émetteur. Il va écrire une lettre réponse et ça va être un émetteur et le premier émetteur deviendra à son tour destinataire. Donc le fait de communiquer à travers et par le biais des lettres, c'est ce qu'on appelle la correspondance. Il y avait plusieurs écrivains qui entretenaient des relations grâce à la correspondance, des communications grâce aux lettres. Rappelez-vous, on a commencé le travail sur les lettres par cette première lettre, la lettre d'affaires, du grand penseur et philosophe du XVIIIe siècle, Voltaire. Cette lettre qui vous a donné tant de mal à comprendre, mais ça a demandé tout simplement un peu plus de concentration et d'effort de votre part. Donc Voltaire, dans sa résidence au Délice, une région en Suisse, va écrire cette lettre à un avocat, M. Élie de Beaumont, dans laquelle il lui demande de l'aider. De l'aider à faire quoi?
à obtenir la réhabilitation de Jean Calas. Cette affaire, l'affaire Jean Calas, parle de Jean Calas qui a été condamné ou accusé d'avoir tué son fils Marc-Antoine Calas. Et il a été exécuté. Ça veut dire quoi? Qu'il a été condamné à mort. Il a été soumis à ce qu'on appelle au supplice de la roue. C'est une exécution à mort. Et donc, après sa mort, Voltaire, sollicité par la veuve, ça veut dire la femme de Jean Calas, il va essayer d'avoir la réhabilitation. Rappelez-vous, je vous ai fait chercher ces mots-là. Catholicisme, protestantisme, Baclay et réhabilitation. Donc, Voltaire va essayer d'obtenir l'innocence, la réhabilitation, ça veut dire l'innocence, même après la mort de l'intéressé, même après la mort de Jean Calas, parce que c'est une question d'honneur, c'est une question de réputation. D'accord? Donc sa femme, la femme de Jean Calas, veut obtenir l'innocence de son mari, même après la mort du mari. Dans cette lettre, Voltaire demande l'aide à l'avocat M. Élie de Beaumont, et va essayer de convaincre, voire de persuader. Il va essayer de convaincre cet avocat de l'aider à ouvrir ce dossier et à avoir la réhabilitation de Jean Calas. Bien sûr, pour le convaincre, plutôt le persuader, va faire beaucoup d'éloges, va dire beaucoup du bien de cet avocat. Il va lui dire que tu exerces une profession noble, que le travail que tu fais, le travail d'avocat, est une profession noble. D'accord? Et il va lui dire aussi, il va essayer de le persuader en lui disant que si tu gagnes cette affaire, tu auras la gloire, tu vas devenir quelqu'un de très célèbre, de connu, et tu auras une très grande, une très bonne réputation. Et en plus de ça, tu deviendras riche. Donc il lui a dit, cette profession et la gloire vont vous apporter la fortune. Donc tout ça, c'est une manière pour persuader, pour convaincre cet avocat de participer à cette affaire. À la fin, Voltaire va dénoncer, va critiquer et va qualifier ces magistrats, ça veut dire les juges, ceux qui ont condamné Jean Calas, va les qualifier de cruels. Pour lui, ce sont des méchants, ce sont des barbares, ce sont des gens sanguinaires qui aiment le sang parce qu'ils ont condamné Jean Calas. Et Voltaire croyait en l'innocence de Jean Calas. Et c'est pourquoi il va aider la veuve, la femme, si vous voulez, de Jean Calas pour obtenir la réhabilitation, l'innocence de son mari, même après la mort du mari. Cette peinture représente la famille Calas, la veuve, son grand-fils, sa fille, sa petite-fille et le jeune garçon. Devant Voltaire, la famille Calas qui vient demander de l'aide à Voltaire. Et bien sûr, il va intervenir, il va agir et il va gagner et il va parvenir à obtenir la réhabilitation du père, du défunt, le mort, du défunt père de cette famille, la famille Calas. Et puis rappelez-vous, on a passé à cette lettre, contrairement à la lettre précédente qui était une lettre d'affaires, celle-là c'est une lettre intime, c'est une lettre très personnelle, puisqu'on a découvert que l'émetteur, celui qui a envoyé la lettre, c'est George Sand, de son vrai nom, Aurore Dupin, parce que George Sand, ce n'est qu'un pseudonyme, ce n'est pas son vrai nom. Plusieurs écrivains utilisent des pseudonymes qui ne sont pas leur vrai nom. Molière, par exemple, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Je peux citer aussi Stendhal, qui n'est pas son vrai nom. George Sand aussi, son vrai nom, c'est Aurore Dupin.
Donc c'est une lettre très intime, très personnelle, puisqu'il va l'écrire à son fils Maurice Dudevant. Donc la mère, Gersande, qui est à Paris, et le fils qui se trouve dans une région en Gironde qui s'appelle la Guillerie. Dans le début de la lettre, George Sand exprime d'abord sa joie d'apprendre que son fils se porte très bien et qu'il s'amuse. Et après, il commence à lui donner des conseils, bien sûr, puisqu'il a appris que son fils fait de l'équitation, qu'il monte à cheval, et il lui fait des conseils d'être prudent, parce qu'il sait que son père aussi aimait l'équitation et qu'il a été tué à cause d'un cheval. Et donc, il porte conseil à son fils d'être très prudent. Puis, il va parler à son fils de ses propres activités. Donc, il a dit qu'il est allé voir la Méduse, c'est une pièce de théâtre, le radeau de la Méduse. Il lui dit aussi que je passe mes nuits sur le Tour de France. Ça veut dire que je passe la nuit à écrire. Hein? Le Tour de France est un roman de George Sand. George Sand étant un écrivain ou une écrivaine, donc il passe ses nuits à écrire son roman, Le Tour de France. Plus exactement, le compagnon du Tour de France, cité ici sur la marge. Donc, c'est une lettre personnelle. Dans la lettre personnelle, on parle de choses personnelles et intimes, de nos activités journalières, de ce qu'on a fait. On peut même porter conseil à ce qu'on aime, hein, comme le cas ici, entre une mère et son fils. Et c'est pourquoi on parle d'une lettre intime. Donc, les deux premières lettres, ça veut dire la lettre de Voltaire, la lettre d'affaires, et cette lettre de George Sand, la lettre intime, ce sont des lettres authentiques, ce sont des lettres réelles, originales, véritables. Hein? Par contre, ce qu'on va voir maintenant, ça va être une lettre imaginaire. Cette lettre extraite et tirée d'un roman qui s'intitule Lettres persanes, d'un autre grand philosophe et penseur du XVIIIe siècle, Montesquieu. On dit tout simplement Montesquieu. Cette lettre qui est tirée d'un roman. Et c'est pourquoi, si vous regardez bien ici, le roman par lettre. Qu'est-ce que le roman par lettre? On dit le roman par lettre ou le roman épistolaire. Si vous entendez le mot épistolaire, il est relatif à la correspondance. Si vous entendez épistolaire, pensez à la correspondance. La correspondance, je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est la communication par des lettres. Donc le roman par lettre ou le roman épistolaire est un roman qui est fait qu'avec des lettres. Et ce roman-là, Lettres persanes, hein, c'est un roman qui est fait qu'avec des lettres. Tout le roman est formé de lettres. Bien sûr, dans ces lettres-là, on trouve de la narration, de la description, des actions, mais dans des lettres. D'accord? Donc tout le roman est fait de lettres. On appelle ça le roman par lettres ou le roman épistolaire. Ici, dans cette lettre, l'émetteur c'est Rika et le destinataire est Ridi. De Rika à Ridi, ça veut dire Rika est l'émetteur, celui qui a envoyé la lettre. Il l'a envoyé à qui? À Ridi. Là que je vous parle, j'ai entre mes mains le roman Lettres persanes de Montesquieu. Et en l'ouvrant, bien sûr, je découvre, puisque tout le roman est fait de lettres, je voulais seulement vous donner ici le nom de quelques destinataires. Je vois là ici une autre lettre, Rika à Ibn, à Smyrne. Je vois ici Uzbek à Zélis. Je vois une troisième lettre, Rika à Ibn. Donc tout le roman est fait de lettres. Il y a même une autre lettre qui sera dans le sens inverse. Ça veut dire quoi? Ridi sera l'émetteur
et Rika, le destinataire, dans une autre lettre de ce roman-là, lettre persane. Euh, Tous ces émetteurs et destinataires sont imaginaires. Donc, l'émetteur qui est Rika et le destinataire qui est Ridi sont fictifs, sont imaginaires. Ils n'existent pas. Ils ont été imaginés par Montesquieu. Montesquieu, dans cette lettre, critique la société française, hein, critique la mode française à travers les yeux des visiteurs persans. Les Persans, ce sont les habitants de la Perse. Et la Perse, aujourd'hui, il s'appelle l'Iran. Ce pays qui se trouve en Asie, autrefois c'était la Perse, aujourd'hui c'est l'Iran. Donc, l'Iran actuel, c'est la Perse d'autrefois, et les habitants de la Perse étaient des Persans. Donc, il y a des Persans qui ont visité la France, et en voyant la mode en France, ils ont commencé à écrire des lettres à leurs proches. Bien sûr, ce sont des lettres imaginaires, je le dis et je le répète. Et à travers les yeux de ces personnes, Montesquieu critique et dénonce la société et la mode française. Donc on peut dire que ce roman est un roman satirique. Il se moque, il critique, il dénonce la société française. Ici, on est toujours dans la lettre fictive. C'est une lettre fictive. C'est une lettre qu'on trouve à l'intérieur d'un roman. C'est le roman on a déjà travaillé un extrait de ce roman, Eugénie Grandet. Rappelez-vous monsieur Grandet, Madame Grandet, Eugénie Grandet, Charles Grandet. Rappelez-vous cette querelle et cette chamaillerie, cette petite querelle et dispute entre monsieur Grandet et sa fille Eugénie Grandet à cause de l'or qu'il lui a donné. Vous vous rappelez sûrement de cette scène. Alors, bien sûr, ici, ce n'est pas un roman qui est fait de lettres, c'est un roman normal comme les autres romans, fait de passages narratifs, descriptifs, dialogués, ainsi de suite. Et à l'intérieur de ce roman, on trouve une lettre écrite par Charles Grandet. Rappelez-vous, Eugénie Grandet était amoureuse de Charles Grandet, son cousin. Et il a écrit cette lettre à Eugénie Grandet. D'accord? Charles est l'émetteur et la destinataire est Eugénie Grandet. Ce passage ne contient pas rien que la lettre. Il y a des paroles, des dialogues entre Nanon, rappelez-vous la grande Nanon, c'est la servante de la famille Grandet, et Eugénie. Donc il y a des paroles, un échange de paroles entre Nanon et Eugénie Grandet. Il y a des passages narratifs du narrateur et il y a aussi la lettre. Donc dans cette partie-là, qui s'étale sur 2 pages et demie, il y a la lettre, mais il y a aussi d'autres passages dialogués et narratifs. Eugénie était folle de joie en recevant cette lettre parce qu'il l'attendait avec impatience. Mais malheureusement, au premier mot de la lettre, il va devenir inquiète. Parce que dès le début de la lettre, son cousin Charles lui dit « Ma chère cousine ». Normalement, avant, il l'appelait Eugénie. Et maintenant, il va lui dire « Ma chère cousine ». Donc, il y a une distance. En plus, il va lui dire « vous ». Charles, en s'adressant à Eugénie, il va dire « vous ». Alors qu'avant, il l'a tutoyé. Il disait « tu ». Et maintenant, il la vous voyez en disant « vous ». Donc déjà, Eugénie, dès le premier mot, il a constaté un changement. Il a constaté une distance dans les paroles et dans les mots de son cousin Charles. Et malheureusement, il va découvrir à la fin qu'il va se marier avec une autre fille appartenant à la noblesse, appartenant à une famille illustre. Ce que vous voyez là, la lettre d'écrivain, c'est une lettre de la correspondance qu'entretenait un grand écrivain marocain, Abdelkbir Khatibi, avec une psychiatre et écrivaine, Rita
al-Khiyat. C'est pourquoi on a appelé ça la lettre d'écrivain, parce que l'émetteur, Abd Kabir al-Khatibi, et la destinataire, Rita al-Khiyat, sont des écrivains. Oui, il est écrivain, il a écrit énormément de romans, de livres, il a eu plusieurs prix, que ce soit en France, au Maroc, en Afrique. Rita al-Khiyat a écrit une trentaine de romans, plusieurs centaines d'articles, et sa formation, elle était psychiatre. Dans cette lettre, l'émetteur qui est Abd al-Khatibi va commencer à parler de sa maladie d'abord et de son rétablissement, et puis il va parler de ses projets et de ses entreprises, surtout son projet concernant le festival de Rabat, puisqu'on est l'un des organisateurs. Et comme la correspondance est une relation réciproque, dans la lettre de Abd al-Khatibi, Rita al-Khiyat était la destinataire. Ici, Rita al-Khiyat est l'émetteur. C'est elle qui envoie cette lettre à son correspondant, Abd al-Khatibi. Rita al-Khiyat commence sa lettre et entame sa lettre par féliciter d'abord son correspondant et ami qui est Abd al-Khatibi pour tout le bon travail qu'elle fait. Ce qu'il écrit, les romans, les articles qu'il écrit, son travail concernant le festival de Rabat. Donc il le félicite pour tout le bon travail qu'il fait. Ensuite, Rita al-Khiyat va parler de sa rencontre avec un calligraphe japonais. Un calligraphe, tout simplement, c'est un artiste spécialiste dans l'écriture. C'est un artiste qui forme des lettres et des caractères. Rita al-Khiyat va parler de sa rencontre avec cet artiste, avec ce calligraphe japonais. Cette rencontre qui a été organisée grâce à son correspondant, Abd al-Khatibi. Ça veut dire c'est lui qui a organisé cette rencontre avec cet artiste calligraphe. Et puis, Rita al-Khiyat va évoquer ses souffrances intérieures parce qu'il va perdre sa fille et donc il souffre énormément. Et il va parler de ses souffrances intérieures à son ami Abd al-Khatibi. Abd al-Khatibi et Rita al-Khiyat, qui sont déjà deux écrivains, évoquent dans leurs lettres d'autres écrivains marocains. Je peux citer par exemple Mohamed Siji el-Masri, Abd al-Haq Serhan, Ali Amhan. Donc, c'est pourquoi cette lettre ou cette correspondance s'appelle la lettre d'écrivain. Le thème de la correspondance et de l'épistolaire est évoqué aussi dans la peinture chez de grands peintres. On peut citer là le grand peintre français Pierre-Auguste Renoir. On peut citer aussi Jan Vermeer, grand peintre néerlandais du Pays-Bas. Surtout, il est connu par son tableau La jeune fille à la perle. En fait, c'est Johann Vermeer. Je termine avec cette partie-là, les fonctions de la lettre. La lettre, elle a plusieurs fonctions. Je peux écrire une lettre pour informer, pour donner une information, par exemple. D'accord? Donner des nouvelles. Je peux écrire une lettre pour amuser quelqu'un. Je peux écrire une lettre dans laquelle j'exprime mes sentiments. Ou je fais susciter des sentiments chez le destinataire. C'est souvent le cas. Je peux écrire une lettre pour persuader, convaincre quelqu'un. C'est le cas de la lettre de Voltaire. Il a essayé de persuader l'avocat Élie de Beaumont de participer à l'affaire Jean Calas. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.